le Japon est vraiment un autre monde. C'est un pays qui dépasse toutes les attentes. Que ce soit par sa culture, ses avancées technologiques, sa gastronomie, ses lieux incroyables à visiter ou encore son sens du détail dans le divertissement. Au fil des années, le Japon s'est construit une réputation inégalée, un pays où vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs, nulle part dans le monde. Les Japonais sont sans aucun doute des pionniers dans de nombreux domaines, souvent bien en avance sur les autres pays. Voici donc pour vous 15 choses étonnantes que l'on ne trouve qu'au Japon. Numéro 15. Les bains publics. Les bains publics japonais, appelés sento, font partie d'une longue tradition. Ils se sont popularisés pendant la période Edo, à une époque où peu de foyers avaient de salles de bain privées. Et devinez quoi? Cette habitude existe toujours aujourd'hui. Quand vous entrez dans un sento, vous découvrirez toutes sortes d'ambiances. Certains établissements sont petits, anciens et pleins de charme, tandis que d'autres sont ultra-modernes, parfois même luxueux. Parfois, on trouve des fresques murales représentant des paysages célèbres. Hommes et femmes se baignent dans des espaces séparés. Dans les vestiaires, vous pouvez ranger vos affaires dans des casiers ou des paniers sécurisés. Contrairement aux onsen, les sources chaudes naturelles, les sento ne fournissent généralement pas de savon ni de serviettes. Il faut donc soit louer une serviette sur place, soit venir avec la vôtre, ainsi que votre propre gueule-douche. Le rituel commence dans la zone de douche où vous trouverez des tabourets et des seaux. On s'assoit, on se verse de l'eau chaude sur le corps, on se lave soigneusement. Et surtout, on fait attention à ne pas éclabousser les autres. Ensuite, vous pouvez entrer dans le bain chaud. Mais attention, on ne met jamais sa serviette dans l'eau. Posez-la sur votre tête ou bien à côté. Il est aussi important de savoir que les enfants ne doivent pas jouer dans l'eau ni apporter de jouets. Faire des vagues ou éclabousser est également mal vu. Même si, au début, ce genre d'expérience peut sembler étrange ou intimidante, se détendre dans un bain collectif avec des inconnus bienveillants peut en réalité être très apaisant. Numéro 14. Les cafés à chat. Bienvenue dans le monde merveilleux des 4 cafés, des salons de thé où vous pouvez siroter votre boisson préférée, entouré de chats. Vous trouverez ces cafés dans la plupart des grandes villes japonaises, même si parfois ils sont un peu cachés, souvent situés à l'étage supérieur d'un immeuble. Ces dernières années, ils sont devenus extrêmement populaires. Et c'est logique. Dans les grandes villes japonaises, il est difficile d'avoir un animal de compagnie. Les appartements sont petits, les contrats de location stricts et la vie est souvent stressante. Alors, ces cafés sont devenus un vrai refuge pour les amoureux des chats, qu'ils soient locaux ou touristes. En général, vous n'avez pas besoin de réserver, mais pour les cafés très populaires, mieux vaut appeler à l'avance. Petite précision, la plupart n'autorisent que les visiteurs âgés de 13 ans ou plus. Chaque café a son propre règlement, mais certaines règles sont communes. Vous pouvez caresser les chats à volonté, mais pas les porter, à moins que le chat vienne vers vous de lui-même. Il est interdit de leur donner de la nourriture venant de l'extérieur. Et bien sûr, n'oubliez pas votre appareil photo. Les photos sont les bienvenues, mais sans flash, pour ne pas effrayer les félins. Que vous soyez un local à la recherche de compagnie féline ou un voyageur curieux d'expériences uniques, les 4 cafés sont l'endroit idéal pour faire une pause. En très bonne compagnie. Numéro 13. Les pastèques carrées. Des pastèques en forme de cube? Oui, elles existent, et bien sûr, elles viennent du Japon. Elles ont été inventées en 1978 par un designer nommé Tomoyuki Ono et sont vite devenues un objet tendance. Mais pourquoi les rendre carrées? La réponse est simple. Praticité et esthétique. Les pastèques cubiques se rangent plus facilement au réfrigérateur, elles ne roulent pas et peuvent être empilées proprement. En plus, elles sont plus simples à découper, car elles restent bien en place sur la table. Mais tout n'est pas parfait. Ces pastèques sont cueillies avant maturité. Ce qui veut dire qu'elles sont pas très sucrées. Et comme elles sont rares, elles coûtent très cher, jusqu'à 200 € la pièce. Du coup, on les considère plus comme un fruit de luxe que comme un snack du quotidien. Depuis, d'autres formes ont vu le jour, en cœur, en pyramide. Et elles ne sont plus uniquement disponibles au Japon. On en trouve aussi en Allemagne, par exemple. Elles ont transformé l'achat de fruits en une véritable expérience visuelle. Numéro 12. Des distributeurs automatiques partout. Quand vous arrivez pour la première fois au Japon, surtout à Tokyo, l'une des premières choses qui vous frappe, ce sont les distributeurs automatiques. Absolument partout. Le Japon n'est pas le seul pays à en avoir, bien sûr. Mais ici, leur nombre est tout simplement hallucinant. Sur les 4 millions de distributeurs présents dans le pays, plus de 2 millions sont consacrés uniquement aux boissons. Mais ce n'est pas juste la quantité qui surprend, c'est aussi la variété des produits proposés.
Bien sûr, on y trouve de l'eau, du café ou des sodas, mais aussi des boissons beaucoup plus originales. Soupe de maïs, bouillon de crevettes, soupe de haricots rouges sucrés et même du curry indien. En hiver, beaucoup de ces machines passent en mode chaud et vous proposent des soupes réconfortantes ou des thés fumants. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des distributeurs de glace, de snacks, de ramen surgelés ou de gyozas. Certains vont encore plus loin avec des fruits, bananes, ananas en sachet, quartiers de pommes. Vous pouvez presque faire vos courses dans la rue. Il existe même des machines mixtes qui proposent à la fois boissons et encas. Et bien sûr, il y a les célèbres distributeurs de cigarettes, reflet du taux de tabagisme encore élevé au Japon. Ce qui étonne, c'est que ni les machines à tabac ni celles à alcool ne demandent de vérification d'âge, alors que les lois sur la consommation de ces produits par les mineurs sont très strictes. Mais au final, cette omniprésence des distributeurs est une vitrine du génie logistique japonais, une culture de l'automatisation ultra efficace au service de la diversité et de la commodité. Numéro 11. Les faux plats en plastique. Shokuin Sampuru. Au Japon, si vous passez devant un restaurant, vous verrez souvent en vitrine de magnifiques plats, en apparence bien réels, mais entièrement en plastique. On appelle ça les Shokuin Sampuru. Des modèles de plats hyper réalistes, utilisés pour donner envie aux clients. Ils sont fabriqués à la main à partir de cire, de résine ou de PVC, avec une précision incroyable jusque dans les moindres détails. Cette tradition remonte à la fin du 19e siècle, quand les commerçants exposaient de vrais plats en vitrine pour montrer ce qu'ils proposaient. Mais dans les années 1920, des artisans ont commencé à produire des répliques, et c'est ainsi qu'est née toute une industrie. Aujourd'hui, le marché du Sampuru pèse des milliards de yens par an. Certains restaurants dépensent plus d'1 million de yens pour avoir une vitrine complète. Et l'avantage, c'est que ces modèles durent indéfiniment. À Tokyo, dans le quartier Kitchen Town, ces faux plats sont même vendus au grand public. Et ils sont devenus une vraie forme d'art. Il existe des musées, des concours et des expositions dédiées à cette discipline. Mais leur usage ne s'arrête pas au restaurant. On les voit aussi dans les médias, dans l'enseignement nutritionnel ou même lors de mariages, avec de fausses pièces montées en vitrine, pendant que de vrais parts sont servis aux invités. Le Shokuin Sampuru est devenu un pilier de la culture gastronomique japonaise, un marketing visuel bluffant qui ouvre l'appétit au premier coup d'œil. Numéro 10. Les toilettes high-tech, les washlets. Accrochez-vous, on entre dans le futur. Des toilettes. Les washlets, ce sont ces toilettes ultra technologiques que l'on trouve partout au Japon. Et elles vont tout simplement vous épater. Imaginez, un jet d'eau précis pour vous nettoyer, une température réglable, des parfums diffusés automatiquement et même des sons d'ambiance pour masquer les bruits gênants. C'est un autre niveau. Et honnêtement, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir aux toilettes classiques. Mais pas de panique. Malgré toutes ces fonctions, ces toilettes sont très simples à utiliser. Sur le côté, vous trouverez une commande avec des boutons illustrés. Et parfois même une télécommande fixée au mur. Ces smart toilettes sont devenues tellement courantes que, en 2018, l'Association japonaise de l'équipement sanitaire a dû standardiser les pictogrammes pour que même les touristes puissent s'y retrouver. Et ce n'est pas tout. Des recherches scientifiques ont montré que les toilettes à la japonaise traditionnelle, les washiki en position accroupie, sont en réalité plus saines pour le corps. Ces toilettes-là étaient la norme pendant des milliers d'années avant l'arrivée du style occidental. Et bonne nouvelle, on en trouve encore dans de nombreuses toilettes publiques au Japon. Alors, la prochaine fois que vous êtes au Japon, ne ratez surtout pas l'occasion de tester ces merveilles technologiques. Numéro 9. Les cafés de majordome. Si vous connaissez les maid cafés japonais, ces endroits où les serveuses sont habillées en soubrette et s'adressent surtout à une clientèle masculine, vous serez peut-être curieux de découvrir leur alternative plus élégante. Les butler cafés ou cafés de majordome. Beaucoup de fans d'anime et de manga, notamment les femmes appelées otaku, n'étaient pas vraiment séduites par le concept des maid cafés. Elles rêvaient d'un lieu différent, plus romantique, plus sécurisé et abordable. C'est ainsi qu'est né le tout premier Butler Café, Swallowtail, en 2005 à Tokyo. Le succès a été immédiat, surtout auprès des otaku féminines. Un autre café très connu, Butler's Café, a même embauché des majordomes occidentaux, offrant à ses clientes l'occasion de pratiquer un peu l'anglais tout en s'amusant. Dans ces établissements, tout est fait pour créer une expérience raffinée. Dès votre arrivée, vous êtes accueilli comme une véritable aristocrate, avec des titres tels que Milady, princesse, jeune seigneur ou maître. L'ambiance est soignée. On se croirait dans un manoir anglais avec de beaux meubles, des décorations élégantes et une atmosphère feutrée.
On y sert de délicieux plats préparés avec attention et surtout un afternoon tea à l'anglaise, avec scones, petits gâteaux, sandwichs. Le tout accompagné de thé servi dans de la porcelaine fine. Les majordomes sont formés sérieusement. Ils maîtrisent l'art du thé, les règles de savoir-vivre et un service de haute qualité. Certains participent même à des spectacles, des pièces de théâtre ou des concerts organisés par le café. Un détail à noter. Dans la plupart des butlers cafés, la photographie est interdite. Mais certains établissements, comme Butler's Café, proposent des séances photos spéciales. Vous pouvez par exemple être pris en photo pendant qu'un majordome vous soulève ou vous remet des bulles, une tiare et une clochette. Façon Cendrillon. Les Butler Cafés fonctionnent aussi avec un code de conduite strict pour garantir un espace sûr et respectueux pour tout le monde. Échanger des coordonnées ou se voir en dehors du café est généralement interdit. Si vous avez envie d'une parenthèse féerique, d'un moment de calme et d'élégance, les Butler Cafés sont un vrai petit monde à part, entre jeux de rôle, raffinement et bonne humeur. Numéro 8. Les hôtels capsules. Avez-vous déjà dormi dans une boîte? Au Japon, c'est tout à fait normal, et même très pratique. Bienvenue dans les capsules hôtels ou hôtels capsules. Ces hôtels d'un genre particulier ont été inventés au Japon et se sont depuis répandus un peu partout dans le monde. Le principe? Au lieu d'une chambre traditionnelle, vous avez votre propre capsule, un petit cocon, juste de la taille d'un lit, une place. C'est comme un refuge personnel ultra compact, mais avec tout le confort nécessaire. À l'intérieur, vous trouverez tout ce qu'il faut. Télévision, air conditionné, console de commande, prise électrique, bref, une mini-cabine moderne et bien pensée. Les capsules sont empilées les unes au-dessus des autres, mais pas d'inquiétude, celles du haut sont accessibles grâce à des escaliers ou des échelles. Et pour l'intimité? Chaque capsule se ferme avec un rideau ou une petite porte coulissante, verrouillable uniquement de l'intérieur. Mais vous vous demandez sûrement où prendre une douche, ou aller aux toilettes. Pas de souci. Les hôtels capsules ont des espaces communs avec douche, WC et même Wi-Fi gratuit. Certains offrent aussi des bains publics ou des saunas, voire des salons détente et des piscines, selon les établissements. On trouve des hôtels capsules de toute taille, certains en ont 50, d'autres jusqu'à 700. Traditionnellement, ils attirent surtout les hommes, par exemple les salarymen qui ont raté leur dernier train. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hôtels proposent des zones réservées aux femmes, ou même des étages séparés, pour plus de confort et de sécurité. À l'arrivée, on vous remet un yukata, kimono léger et des chaussons. Et vous rangez vos affaires dans un casier sécurisé ou un petit coffre personnel. Et le tarif? Très abordable. Entre 2000 et 4000 yens la nuit, soit environ 18 à 36 euros. Un prix imbattable pour un hébergement fonctionnel, central et souvent très propre. Certains restent même plusieurs jours ou semaines, soit par nécessité, soit pour le confort et la tranquillité. Si vous cherchez une option économique, originale et typiquement japonaise, l'hôtel capsule est une excellente alternative. Numéro 7. Les Love Hotels. Bienvenue dans l'univers fascinant des Love Hotels japonais. Ces hôtels un peu particuliers proposent des chambres à l'heure et offrent aux couples un petit cocon d'intimité, loin des regards. Au Japon, la vie privée est un bien rare. Les appartements sont souvent exigus, les voisins curieux et les parents toujours très présents. Alors, inviter quelqu'un chez soi? Pas simple. Les Love Hotels règlent ce problème en offrant un lieu discret, pratique et accessible. Parfait pour vivre un moment à deux, sans pression ni jugement. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi servir de lieu pour passer la nuit quand on voyage ou quand on a manqué le dernier train. L'histoire des Love Hotels remonte au XVIIe siècle, pendant la période Edo. À l'époque, des auberges discrètes, parfois reliées par des tunnels, accueillaient les prostituées, leurs clients et les amoureux clandestins. Après la Seconde Guerre mondiale, les Turekomi Yado, des petits hôtels familiaux très simples, ont commencé à apparaître. Mais c'est dans les années 1960, avec l'arrivée des voitures, que les Love Hotels ont explosé. Les couples mariés, privés d'intimité à la maison, venaient s'y retrouver et très vite, ces établissements se sont multipliés dans Tokyo. En 1984, une nouvelle loi place les Love Hotels sous contrôle policier. Pour contourner cette classification, de nombreux hôtels adoptent une façade plus sobre et ciblent désormais un autre public, les femmes. Une étude de 2013 a d'ailleurs montré que ce sont souvent les femmes qui choisissent la chambre. Puis en 2010, la loi est à nouveau modifiée. Et la frontière entre hôtel classique et Love Hotel devient floue. Aujourd'hui, pour rester dans le coup, les établissements se réinventent. Ils adoptent des noms comme Romance Hotel, Fashion Hotel ou encore Couples Hotel. Et leur place dans la culture est telle qu'ils ont même été ajoutés dans Unicode 6.0, sous forme d'emoji. Numéro 6.
Les mascottes Yurukiara. Plongeons maintenant dans le monde adorable des mascottes japonaises, les Yurukiara. Ces personnages mignons, parfois bizarres, souvent irrésistibles, sont utilisés pour représenter des villes, des régions, des événements ou même des produits. On en trouve dans tout le pays. Parmi les plus connus, Domokun, la mascotte de la NHK, et Kumamon, originaire de la préfecture de Kumamoto, qui a carrément conquis le monde entier. Et ne vous fiez pas à leur look mignon. Ces mascottes ont un véritable impact économique. Kumamon, à lui seul, a généré plus de 124 milliards de yens en à peine 2 ans pour sa région. Au Japon, la culture du kawaii, le mignon, est très ancrée. Et ce n'est pas juste pour les enfants. Les adultes aussi assument parfaitement leur passion pour les choses adorables. Les Yurukiara vont bien au-delà de simples peluches. Ils ont leur propre rôle, leur propre personnalité et transmettent souvent des messages liés à la région qu'ils représentent. Chaque préfecture japonaise, il y en a 47, a au moins une mascotte officielle. Certaines en ont même plusieurs dizaines. Par exemple, Osaka en compte plus de 40. Mais d'où vient cet engouement? Il s'explique par une connexion très ancienne entre les Japonais et les personnages non humains, une tradition enracinée dans le polythéisme et le folklore japonais. Et plusieurs événements ont relancé le phénomène moderne. En 1998, la NHK a organisé un concours pour ses 10 ans. Le gagnant? Domokun, devenu leur mascotte officielle et un véritable phénomène. Autre exemple emblématique, Hello Kitty. Son succès fulgurant a montré à quel point les mascottes pouvaient devenir puissantes. En 2008, elle a même été nommée ambassadrice officielle du tourisme japonais. Grâce à Domokun, Hello Kitty et bien d'autres, les mascottes sont devenues un pilier de la culture populaire japonaise. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un Yurukiara, rappelez-vous, ce n'est pas juste une peluche mignonne. C'est un symbole culturel, profondément ancré dans l'imaginaire japonais, et un vrai moteur pour l'économie locale. Numéro 5. L'art des rizières. Préparez-vous à découvrir une forme d'art absolument unique. Le Rice Paddy Art, autrement dit l'art des rizières japonaises. Oui, vous avez bien entendu. Ici, on peint avec de la nature. Des images géantes, réalisées en plantant différentes variétés de riz, de couleurs et de hauteurs variées. Cette tradition est née dans les années 1993, dans le village d'Inakadate, situé dans la préfecture d'Aomori. À l'époque, les habitants voulaient redonner vie à leur communauté. En explorant leur histoire, ils ont découvert que du riz y était cultivé depuis plus de 2000 ans. Ils ont donc décidé de rendre hommage à cet héritage, d'une manière créative. Ils ont transformé une rizière située derrière la mairie en toile géante et utilisé 4 types de riz différents, anciens et modernes, pour créer une œuvre vivante. Pour permettre aux visiteurs d'admirer les motifs, ils ont même construit une tour d'observation pour avoir une vue panoramique. Et le résultat? Bluffant. Rien qu'en 2006, plus de 200 000 visiteurs sont venus admirer les rizières. Le succès fut tel que d'autres villages comme Yonezawa, dans la préfecture de Yamagata, se sont mis à créer leurs propres œuvres sur rizières. Et très vite, c'est devenu une tendance nationale. Parmi les créations les plus spectaculaires réalisées à Inakadate, la Mona Lisa de Léonard de Vinci, des peintures japonaises traditionnelles, des scènes cultes de films comme Autant en emporte le vent ou Star Wars, et même des créatures mythologiques comme Yamata no Orochi. Chaque année, en avril, les habitants se réunissent pour décider du motif de l'année. Des logiciels sont utilisés pour créer les esquisses et planifier exactement où planter chaque variété de riz. Le travail d'équipe est impressionnant. Mais cette aventure artistique n'a pas toujours été sans controverse. En 2008, un projet visait à inclure des logos publicitaires dans les œuvres. Mais certains villageois, dont l'ancien maire, s'y sont farouchement opposés, menaçant de ne plus louer leurs terres si les pubs étaient incluses. Résultat, les plans ont été retirés et les logos abandonnés. Aujourd'hui, le Rice Paddy Art est un hommage à la créativité, à la maîtrise agricole et surtout à l'esprit communautaire des Japonais. C'est un spectacle visuel éphémère qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus s'émerveiller. Alors, si vous êtes au Japon pendant la saison du riz, ne manquez pas l'occasion de voir de vos propres yeux une rizière transformée en chef-d'œuvre vivant. Numéro 4. Les Kit Kat aux 1000 saveurs. Au Japon, Kit Kat n'est pas seulement une barre chocolatée, c'est un phénomène de société. Depuis l'an 2000, plus de 300 saveurs différentes ont été lancées, souvent uniquement disponibles au Japon. Et ce choix stratégique a permis à Nestlé, la marque derrière Kit Kat au Japon, de dépasser Meiji et de devenir le leader du marché de la confiserie entre 2012 et 2014. L'une des campagnes les plus marquantes a eu lieu en 2010. Nestlé s'est associé à la poste japonaise pour vendre des Kit Kat dans des bureaux de poste.
Mais ce n'est pas tout. Les Japonais ont rapidement fait le lien entre KitKat et l'expression Kitokatsu, ce qui signifie « vous réussirez à coup sûr ». Résultat, les bars sont devenus de véritables porte-bonheur que les familles envoyaient à leurs enfants avant leurs examens d'entrée à l'université. Introduit pour la première fois au Japon en 1973 grâce à un partenariat entre Rowntrees, Royaume-Uni et Fujiya, Japon, le KitKat a connu une ascension fulgurante. Et c'est à partir de 2004, avec le lancement de la saveur au thé vert matcha, que la folie des goûts inédits a vraiment commencé. La stratégie de Nestlé ? Produire des séries limitées, parfois propres à une région ou une saison, en misant sur la tradition japonaise d'acheter des spécialités locales en souvenir. Ce modèle fonctionne parfaitement dans les combini supérettes, où les produits changent souvent d'une semaine à l'autre. Les KitKat japonais sont fabriqués à partir de chocolat au lait dans des usines Nestlé à Himeji et Kasumigara, avec du cacao majoritairement issu d'Afrique de l'Ouest. Nestlé a su exploiter à fond l'association entre KitKat et la chance. La collaboration avec La Poste a été un succès fulgurant. Les produits personnalisés se sont vendus en un temps record et la campagne a reçu plusieurs prix marketing. Et pour les gourmets, Nestlé a lancé des boutiques spécialisées. Les KitKat Chocolaterie, où l'on trouve des créations haut de gamme, comme du chocolat noir à la framboise ou même au saké. Certaines saveurs sont limitées à une région, d'autres sont produites en toute petite quantité pour des occasions spéciales. Parmi les goûts les plus surprenants, haricots rouges, patates douces violettes, sauce soja. Et bien sûr, thé vert matcha. Le succès est tel qu'en 2018, Nestlé a ouvert une boutique KitKat permanente à la gare de Namba, à Osaka, consacrant la marque comme une véritable icône culturelle au Japon. Numéro 3. Les feux bleus. Voici quelque chose qui risque de vous déconcerter au Japon. Les feux de signalisation semblent bleus au lieu d'être verts. Mais pourquoi ? Tout est une question de langue. Autrefois, la langue japonaise ne possédait que 4 mots pour désigner les couleurs. Noir, blanc, rouge et bleu. Il n'y avait pas de mot distinct pour vert. Alors, quand il fallait parler de quelque chose de vert, on utilisait simplement le mot ao, qui signifie bleu. Et ça a fonctionné ainsi pendant très longtemps. Le mot midori, qui signifie vert, n'est apparu qu'à la fin du premier millénaire, mais même après son apparition, midori était toujours considéré comme une nuance de bleu. Aujourd'hui encore, cette ambiguïté influence la culture japonaise. Certains objets que nous appelons verts sont encore qualifiés de bleus. Un exemple, une pomme verte s'appelle parfois une pomme bleue, et même le bambou vert est parfois désigné comme bambou bleu. Mais revenons aux feux de circulation. À l'origine, les feux japonais étaient bien verts, comme partout dans le monde. Mais on les appelait quand même ao. Ce décalage posait problème par rapport aux normes internationales. Alors en 1973, le gouvernement a trouvé un compromis. Les feux seraient désormais d'un vert tirant vers le bleu, suffisamment bleu pour que les Japonais puissent continuer à dire ao, mais toujours vert, selon les standards internationaux. Résultat, ces feux ont l'air bleus, mais sont techniquement verts. Une curiosité linguistique devenue réalité, typiquement japonaise. Numéro 2. Louer une petite amie. Bienvenue dans un concept totalement inattendu. Au Japon, il est possible de louer une petite amie. Oui, littéralement, une compagne temporaire, sans engagement. Imaginez, vous trouvez un service qui propose cette expérience, vous choisissez le type de rendez-vous qui vous plaît, et c'est parti. Vous avez un date avec une copine à louer. Le fonctionnement est simple. Vous payez pour sa compagnie. C'est-à-dire les repas, les boissons, les transports. Et bien sûr, son temps. Les tarifs variant, environ 10 000 yens pour 2 heures ou 15 000 yens pour 3 heures de compagnie. Certaines jeunes femmes font ça en parallèle de leurs études ou de leur emploi à temps plein. Elles sont formées à l'écoute, au dialogue et à créer un moment de connexion agréable. Mais pourquoi louer une petite amie ? Pour certains, c'est la solitude qui les pousse. Ils cherchent la chaleur humaine sans les complications d'une relation réelle. D'autres sont des hikikomori, des jeunes hommes extrêmement timides qui préfèrent rester enfermés dans leur chambre plutôt que d'affronter la pression des rencontres. Et parfois, ce sont même des hommes mariés en quête de compagnie affective. Sans aller plus loin. Louer une petite amie, c'est donc une bulle de tendresse, sans attente ni engagement. Une façon de se sentir écouté, valorisé. L'espace de quelques heures. Est-ce étrange ? Peut-être. Mais pour beaucoup, c'est une échappatoire à l'isolement. Numéro 1. Pas de poubelles dans les rues. Et pour finir, un fait surprenant. Au Japon, il y a très peu de poubelles dans les lieux publics.
Dans la rue, dans les centres commerciaux, sur les trottoirs. Elles sont quasiment absentes. Mais ce n'est pas un oubli. C'est intentionnel. Cela remonte à un événement tragique. En 1995, la secte Aum Shinrikyo a lancé une attaque terroriste dans le métro de Tokyo en libérant du gaz sarin, un gaz mortel. Après ce drame, les autorités ont décidé de supprimer les poubelles publiques, car elles pouvaient servir à dissimuler des substances ou objets dangereux. Et il y a aussi un facteur économique. Le ramassage et le traitement des déchets publics coûtent cher. Et le gouvernement voulait réduire ses dépenses. Mais ne vous inquiétez pas. On trouve encore des poubelles dans certains endroits stratégiques, comme les gares, les parcs ou les toilettes publiques. Et près des distributeurs automatiques, vous verrez des bacs de tri spéciaux pour y déposer vos bouteilles ou canettes vides. Malgré l'absence de poubelles dans la rue, le Japon reste extrêmement propre. Pourquoi? Parce que chacun ramène ses déchets chez soi. C'est un exemple frappant de respect collectif et de conscience écologique. Un effort de chacun pour le bien de tous.